messieurs, bonjour et bienvenue encore une fois de plus à ce nouveau numéro de votre émission Panorama de la culture, cette émission qui vous scrute l'actualité culturelle dans toutes ses formes et dans toute sa diversité, comme j'ai l'habitude de le dire. Dans cette émission, je me fais toujours accompagner d'une équipe technique professionnelle. Et là, je vois Patrick Komba, Orly Kiaz, Scotty Mukonkole, Générose Essengo, Blanchard Zola, pourquoi pas penser aussi à Junior Kandolo, Alpha Kandolo, c'est la grande famille technique de BSC qui ne cesse de m'accompagner tous les jours. Pour ce nouveau numéro de Panorama de la culture, mesdames, messieurs, nous allons nous entretenir avec un grand monsieur de la culture congolaise d'une manière générale, et il aura le temps en tout cas de vous dire pourquoi est-ce qu'il a choisi Panorama de la culture pour venir vous parler. Mais avant tout, je vais vous laisser suivre cet élément qui va encore présenter notre invité de ce jour avec beaucoup plus de détails. Suivez et on se retrouve tout juste après. Tumbatutu Demukose, né le 13 décembre 1953 à Kananga, d'un père Lubakat Machidiku Wambavi Jérôme et d'une mère Luba du Kassai-Oriental Mwadi Moulanga Marie-Josée. Suite au conflit ethnico-communautaire entre Luba et Lulua d'août 1959, sa famille s'est réfugiée à Kinshasa où il a suivi ses études primaires à l'école primaire de Rankin 1, ses études secondaires à l'Athénée de Bandalungwa Bakayao jusqu'à l'obtention de son diplôme d'État en 1973 à l'école officielle normale de Ngiringiri en section pédagogie générale. Après son diplôme d'État, il était réquisitionné dans l'enseignement consécutivement à la décision du président Mobutu. Sa première expérience en qualité d'instituteur s'est passée à l'école primaire de Kabalo dans la commune de Saint-Jean, actuelle Lingwala. Après 4 ans de réquisition dans l'enseignement, il fuit le pays le 3 octobre 1977 avec l'espoir de s'installer en Belgique où il avait quelques membres de famille maternelle. Malheureusement, l'espoir s'était transformé en cauchemar dû au mauvais accueil qui lui a été réservé par la famille maternelle. Sans perspective d'avenir, il prit, après 19 jours de séjour chaotique en Belgique, la décision difficile de rentrer à Kinshasa à la grande surprise de sa mère. Cette expérience belge l'avait fait comprendre que dans la vie, rien n'est facile et qu'il ne faut jamais compter sur l'aide d'une autre personne que sur soi-même. C'est ainsi que devant le chagrin de sa mère, il a dû batailler pour repartir en Europe. Son rêve s'était réalisé le 4 novembre 1978, date à laquelle il a foulé le sol français pour solliciter l'asile politique. N'ayant aucun membre de famille en France, il s'est rabattu sur l'adresse d'un compatriote qui l'a accueilli froidement. Ne sachant où aller, il s'était conformé aux injonctions de ce compatriote qui, pour tout lui offre sa moquette. Dieu faisant les choses, il s'est retrouvé balancé ici et là sans domicile fixe jusqu'au jour où un voisin des classes de l'école normale de Ngiringiri qui lui céda sa chambre à Bois-Colombes où il fait connaissance avec d'autres compatriotes. Ce fut la première communauté zaïroise en France. Après sa demande d'asile, il a demandé l'équivalence de son diplôme d'État à l'université de Vincennes Paris 8 afin d'y prendre inscription en première année des diplômes d'études universitaires générales en administration économique et sociale en 1980. Au bout de 2 ans, il a fini par obtenir son diplôme d'études universitaires générales qui lui permit d'accéder à la licence en 1982 et à la maîtrise en 1983. En 1984, après une sélection rigoureuse, il a été admis à l'université Paris 9 Dauphine, Institut d'études politiques de Paris, où il a obtenu son diplôme d'études approfondies en spécialité études politiques, décision, espace, pouvoir. 2 ans après, soit le 6 juin 1986, il a enfin obtenu son doctorat de 3e cycle en spécialité études politiques. Tout au long de son cursus universitaire, il rêvait d'ouvrir un jour une bibliothèque pour aider la jeunesse congolaise à retrouver le goût de la lecture et de la recherche scientifique. Ce rêve s'est matérialisé
avec la construction d'une médiathèque sur fonds propres dans l'enceinte de la maison communale de Kalamu sur l'avenue Victoire, dans le quartier Matongé à Kinshasa. Voilà, vous venez de suivre cet élément, ce portrait qui vous a retracé en quelques lignes la vie de notre invité, M. Toumba Toutou Demoukousé, que je vais tout justement saluer. Bonjour. Bonjour, monsieur Josué. Vous allez très bien. Je vais bien. Voilà, nos téléspectateurs viennent de suivre votre portrait qui a retracé votre vie, votre parcours, tout ce que vous avez déjà eu à faire jusqu'à ce jour. Mais il y a quelque chose qui m'a inspiré. La première question dans notre entretien de ce jour, qu'est-ce qui vous a motivé vraiment pour que vous décidiez de quitter les pays et d'aller chercher vie en Europe? Bon, c'est une question pertinente. Vous savez, quand on est jeune, avec l'impétuosité de la jeunesse, on cherche toujours à découvrir certains horizons. C'est à partir de ce moment-là, donc, des petites lectures qu'on faisait sur des brochures qu'on recevait de l'Europe, je me suis dit, mais pourquoi ne pas tenter ma chance sociale en Europe comme les autres? Puisqu'on était entouré des familles dont les parents avaient la possibilité d'envoyer leurs enfants, surtout beaucoup plus en Belgique, et que nous, par notre courage et notre volonté, nous nous sommes dit, mais pourquoi pas nous? Voilà, mais vous, malheureusement, ça n'a pas été aussi rose que vous le pensiez, parce que arrivé en Belgique, l'accueil n'était pas du tout agréable. Pas du tout agréable, oui. Mais c'est ce qui m'avait aussi motivé pour dire que mais pourquoi ne pas compter sur mes propres forces pour m'ouvrir certains horizons à partir donc de la Belgique. Et je n'ai pas pu, j'avais échoué. Et je suis rentré à Kinshasa. Bon, ma mère était un peu affectée. Et je me suis dit que bon, il faut que je fasse encore le nécessaire pour repartir en Europe. C'est à partir de ce moment-là, comme j'étais instituteur, bon, à chaque fois que je percevais ma paye, je mettais un tout petit peu à côté. Et c'est ça qui m'avait permis de faire toutes les démarches possibles pour repartir en Europe, et cette fois-ci en France. Voilà, mais est-ce qu'à cette époque-là, vous avez dit que vous étiez instituteur. Oui. À cette époque-là, faire les démarches pour aller en Europe était un peu facile qu'aujourd'hui? Ah non, pas du tout. C'était des circuits fermés. C'était des circuits fermés. Mais comment est-ce il fallait connaître quelqu'un qui travaillait au ministère des Affaires étrangères pour vous faciliter l'obtention du passeport. Et puis, quelqu'un qui travaillait peut-être à Air Zahir à cette période-là, pour vous trouver quelqu'un qui peut facilement donc vous aider pour avoir les billets moins chers. Donc c'était tout un circuit. Hein. On peut donc dire que vous avez l'art d'entretenir de bonnes relations, parce que quand vous avez réussi à retourner en Europe, c'est un de vos amis d'école qui vous a cette fois-ci bien accueilli et qui vous a en quelques mots ouvert le chemin. Oui, mais il m'a bien accueilli, mais le problème c'était moi. Parce qu'il fallait que je puisse lutter pour m'en sortir. Parce que l'ami avait aussi ses problèmes. Okay. Hein? Donc ça m'a vraiment motivé, jusqu'à ce que j'ai fait appel aux bons offices des églises qui m'ont aidé à trouver une chambre. Et à partir de ce moment-là, je me suis lancé. Voilà, mais vous vous êtes lancé, vous avez eu d'abord à étudier en Europe. Vous avez fait beaucoup d'études, le portrait a dit ça beaucoup plus clairement. Mais comment est-ce que vous pouvez aujourd'hui analyser la diaspora congolaise? La diaspora congolaise aujourd'hui est caractérisée par, je peux dire, par la colère. C'est comme si nous qui sommes ici au pays, nous représentons un danger pour nos compatriotes qui vivent en Europe. Vous qui êtes un des leurs, si je peux dire comme ça, comment est-ce que vous pouvez analyser ce comportement de nos frères congolais qui vivent sous d'autres cieux? Je vous répondrai par vous dire que la diaspora congolaise en Europe est multiple. Donc il ne faut pas mettre tout le monde dans un même sac. Il y a ce qu'on appelle combattants qui font des bruits à longueur de journée, mais qui n'ont pas de projet pour ces pays. Tandis que nous sommes partis en Europe pour étudier et se dire qu'un jour je dois rentrer dans mon pays pour aider mon pays à se développer. Mais ceux qui font du bruit,
qui tapent sur les musiciens. Moi, il faut leur poser la question. Parce que chacun, dans son fort intérieur, sait que si je suis parti en Europe, c'est pour tirer bénéfice de quelque chose. Et quand je me trouve devant un fait accompli en disant que bon, dans mon pays, il y a ça qui ne va pas, il y a ça qui ne va pas, il y a ça qui ne va pas, c'est à moi maintenant, avec les autres compatriotes, qui ont les mêmes idées peut-être que moi, on se met ensemble, et puis on se dit que pourquoi ne pas créer un cercle de qualité pour proposer quelque chose à notre pays. C'est pour ça que je vous dis que la diaspora congolaise est multiple. Parce qu'il y a d'autres qui sont en Europe, là, où on se pose la question si un jour ils vont rentrer dans ces pays. Parce qu'ils ont peur. Et ils n'ont rien à proposer. C'est ça le problème. Donc voilà, vous dites que la diaspora congolaise est multiple. Mais bon, parlons de ceux-là qu'on appelle combattants. Oui, mais les combattants, déjà, vous avez dit combattants. Mais vous allez combattre qui? J'aimerais continuer d'abord. Oui. Ils sont combattants. Oui. Au départ, leur combat était beaucoup plus politique parce qu'ils pensaient que les musiciens, ils combattaient beaucoup plus les musiciens sous prétexte qu'ils n'entraient pas trop dans la politique ou soit ils soutenaient l'ancien régime. Mais aujourd'hui que les choses ont changé, on a un nouveau président mais la colère continue. Non. Sur ce point, je préfère vous arrêter. Pourquoi? Parce que quand on mène une lutte, bien un combat politique, ça doit se faire dans un cadre bien précis, où on fait partie d'un mouvement politique dans lequel on exprime ses idées, où on fait partie d'un regroupement ou d'une association dans lequel on exprime ses idées. Mais si vous n'êtes pas structuré, tout le monde peut sortir du néant en se disant combattant. Donc tout dépend de l'analyse que tout un chacun fait de ces phénomènes combattants. Donc vous invitez nos frères congolais là d'abord à commencer par se structurer et savoir qu'est-ce qu'ils veulent. Ah mais oui, le fait d'insulter, parce qu'ils ont l'insulte facile. Il ne faut qu'insulter à longueur de journée. Tout le monde avait souhaité les changements dans ces pays, malgré les conditions dans lesquelles ça s'est passé. Mais quand le vin est tiré, il faut le boire. Et avec le temps, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve dans ces pays. Peut-être les nouvelles autorités peuvent apporter un plus pour les pays, qui le sait. C'est à nous maintenant de les soutenir, de dire qu'enfin il y a eu un semblant de changement, mais voyons voir ce que ces autorités nouvelles vont nous proposer. Et si ça va dans le bon sens, vous allez continuer à insulter? Mais s'il faut par exemple que vous lanciez un message à ceux-là, avant bien sûr que nous passons à autre chose, qu'est-ce que vous allez leur dire? Je n'ai pas de message à leur lancer. Ils sont majeurs, ils sont vaccinés. C'est à eux de faire donc des analyses pour comprendre qu'est-ce qu'ils veulent. C'est ça, qu'est-ce qu'ils veulent. C'est à eux de répondre. Pourquoi est-ce que nous nous sommes dit que rentrons au pays pour chercher à aider les pays, chacun dans son domaine bien précis. Dans son domaine bien précis. Nous allons parler de votre domaine. Bon, alors, j'apporte ma pierre à l'édifice. Mais si eux, ils sont là uniquement pour insulter, crier, ce sont des losers. Voilà, ça ce sont le propos de M. Toumbatutu de Mukuse, notre invité de ce jour dans Panorama de la culture. Il a dit ce que lui il pensait de ce phénomène combattant et s'en engage que lui de toutes les façons. Nous allons maintenant parler de vous qui êtes de la diaspora positive, si je peux dire ça comme ça, vous qui avez décidé de revenir au pays et bien sûr apporter votre savoir-faire. Particulièrement en ce qui vous concerne, vous êtes revenu dans votre pays, la République démocratique du Congo, investir dans les domaines culturels. Voilà. Oui. Tout précisément en ouvrant des bibliothèques pour permettre à la jeunesse congolaise d'abord retrouver le goût de la lecture et de la recherche scientifique. Tout à fait. Voilà. Votre première bibliothèque, vous l'avez ouverte à Kinshasa, dans l'enceinte de la maison communale de Kalamou. On peut savoir comment est-ce que vous avez fait pour y parvenir? Bon, j'avais déjà mûri mon projet. Quand je suis arrivé, j'ai commencé par ouvrir donc un cybercafé.
le cybercafé, dans un premier temps, je l'ai géré moi-même. Et bon, comme j'étais obligé de rentrer en Europe, j'avais cédé la gestion à un jeune en qui j'avais vraiment confiance. Ok. Bon, j'ai été déçu. J'ai été déçu, pourquoi? Parce que les jeunes, à mon absence, ils faisaient n'importe quoi. Les machines tombaient en panne, ils s'en foutaient. Après, quand je suis rentré à Kinshasa, je me suis dit que bon, au lieu que je m'investisse beaucoup plus dans l'Internet, je préfère maintenant donc créer une médiathèque. Donc, dans la médiathèque, on trouvera donc la bibliothèque, l'Internet et la vidéo. C'est ce que j'ai fait avec l'autorisation de monsieur le bourgmestre de la commune de Kalamou, qui m'a autorisé de le faire en m'accordant un site. C'est à partir de ce site-là que je me suis débrouillé sur fonds propres pour ériger maintenant donc la bibliothèque. D'accord. Mais vous allez continuer, chers téléspectateurs. Vous avez compris, il y a une bibliothèque qui existe à Kinshasa, une médiathèque qui existe à Kinshasa dans l'enceinte de la maison communale de Kalamou. Nous avons fait un tour là-bas pour vous, pour voir réellement qu'est-ce qui se fait et comment ça se fait. On va vous laisser suivre cet élément avec bien sûr la magie de Patrick Komba, notre directeur technique. On va se retrouver tout juste après pour approfondir sur ce sujet. Nous sommes là et on vous attend. Nous sommes de retour, chers téléspectateurs. Vous avez vu la médiathèque municipale de Kalamou. Et ben, nous avons les géniteurs, ou bien l'auteur de ce que vous venez de voir. Il est avec nous, Monsieur Toumbatutu. Demokosé, voilà. Est-ce qu'on peut savoir comment vous avez fait pour avoir ce site? Vous avez dit, vous avez parlé avec le bourgmestre qui vous a donné un site. Oui. Mais vous avez construit. J'ai construit. Voilà, maintenant le droit de cette partie-là de la commune revient à qui? Bon, déjà, le sol appartient à l'État. Je ne fais qu'un partenariat public-privé. Ok. Voilà. Parce que le sol appartient à l'État. Donc à partir du moment où l'autorité publique, les commissaires des zones, bon, disons le bourgmestre m'a donné un site, donc nous faisons un partenariat public-privé.
Voilà. D'accord. Mais du moment où certaines personnes de la diaspora qui reviennent au pays pour investir, préfèrent investir par exemple dans l'immobilier, par exemple en ouvrant des boîtes de nuit, des terrasses. Mais vous avez pensé aux bibliothèques. Pourquoi? Oui, c'est pour ça que j'ai dit que chacun de nous doit avoir un projet dans sa vie. Parce qu'on ne peut pas vivre aveuglément. Moi, si j'ai choisi la culture, c'est parce que j'ai constaté qu'en ouvrant les cyber, j'avais constaté que même les étudiants, je dis bien même les étudiants qui venaient pour faire leurs travaux, dans mon cyber, avaient des difficultés même de lecture. Et avaient des difficultés au niveau orthographe. Et à chaque fois que je cherchais à corriger certains, ils s'énervaient. Alors je me suis dit que bon, je préfère encore ouvrir une bibliothèque, aider les tout petits, parce que comme c'est un processus, avec les tout petits peut-être, la mayonnaise peut prendre. Voilà. Mais comment jugez-vous alors la fréquentation? Bon, il faut reconnaître que la jeunesse congolaise a perdu le goût de la lecture. À cela, il y a plusieurs facteurs que je ne peux pas énumérer, puisqu'il y en a beaucoup. Nous, qu'est-ce que nous cherchons à faire? C'est que la jeunesse retrouve ses goûts, la lecture. En faisant quoi précisément? Bon, en organisant des journées portes ouvertes, en invitant des écoles à venir déjà visiter la bibliothèque, en leur expliquant comment est-ce qu'on cherche des documents en bibliothèque, en leur facilitant l'accès même à la bibliothèque. Pourquoi? Parce que il y a des gens qui disent que mais je vais aller à la bibliothèque parce qu'il y a un phénomène qui fait que quelqu'un qui n'a pas mangé, il n'aura pas envie de lire. Hein? Tout à fait. Hein? Il faut commencer par bien manger pour avoir l'intention d'aller lire. Mais quand vous n'avez pas mangé, je ne crois pas que vous allez lire. Même si le livre est gratuit. Donc il y a beaucoup de paramètres qui font que c'est à nous, acteurs culturels, de faire de telle sorte que dans les temps, parce que ça ne va pas se faire donc en une année, dans les temps, que la jeunesse retrouve le goût de la lecture. Voilà. Mais comment est-ce que cette jeunesse-là va retrouver le goût de la lecture du moment où dans certaines maisons, par exemple, il n'y a même pas un seul livre, dans certaines écoles, il n'y a même pas des bibliothèques, et ce goût-là de la lecture va venir d'où? Mais oui, c'est une question pertinente. Parce que dans le cadre de mon projet, moi j'avais pensé donc de mettre sur pied des petites camionnettes, donc des bibliothèques ambulantes. Ok. Donc dans chaque secteur, donc on va faire des secteurs. Tel jour, c'est tel coin. Tel coin. Et on va faire beaucoup de bruit. Hein. On va faire beaucoup de bruit. Alors, tel jour, on va dans telle rue. Donc c'est ça que j'ai dit que c'est un processus à long terme. Mais ça demande quand même que les autorités puissent nous aider. Une question m'est venue à l'esprit pendant que vous étiez en train de parler. On dit, certaines personnes pensent que si aujourd'hui les jeunes n'ont pas le goût de la lecture, c'est peut-être parce que les ouvrages sont écrits en français. Si on avait peut-être des livres pour des jeunes gens peut-être du Kasaï, qui écrits en Chiluba, et pour les jeunes gens peut-être du Congo central, écrits en Kikongo, peut-être le goût allait venir. Non, mais là, ça devient un peu sectaire, parce que quand même, nous avons la langue nationale, c'est le français. En plus, si on parle de la francophonie, la RDC, je crois bien que c'est le deuxième pays francophone. Ouais. Hein? Donc, on ne refuse pas qu'on puisse donc avoir des ouvrages en langue vernaculaire. Ça permet aussi aux enfants de comprendre facilement. Voilà. Ça permet aux enfants de comprendre facilement. Mais la finalité, c'est d'apprendre le français. Parce que avec le monde actuellement, vous n'allez pas vous présenter donc avec les Chiluba donc en Chine. Vous voyez le problème? Vous allez commencer par les français, même s'il y a l'interprétation dans les casques. Quand vous dites que non, moi je suis francophone,
on vous envoie les Français. Ouais. On ne vous envoie pas les Chiluba ou bien les Lingala. Ouais. C'est ça le problème. Hein? Voilà, chers téléspectateurs, vous avez compris. C'est bien d'avoir les livres en langue vernaculaire, mais quand vous devenez citoyen du monde, quand vous devenez un grand monsieur, il y a des langues. Il y a le français, il y a l'anglais. Voilà. Donc, il faut faire un effort. Il y a même les Français qui reculent aujourd'hui. Pour laisser la place à l'anglais. À l'anglais et puis les mandarins. Ouais. Voilà, donc le monde évolue, il faut savoir évoluer avec les choses. Il ne faut pas rester dans votre coin, tout ça là. Vous allez être écarté pour rien. On évolue dans cette émission. Bien sûr que petit à petit, on va arriver à la fin. Mais j'aimerais savoir quels sont vos projets aujourd'hui. Vous avez dit que vous prévoyez avoir des bibliothèques partout. Oui. Comment est-ce que vous procédez? Il y a déjà une commune qui est déjà qui sort déjà de l'eau. Oui. C'est-à-dire que bon, on attend que la situation s'étasse un peu pour entreprendre les démarches auprès des autorités communales de chaque commune, hein, pour voir avec elles comment est-ce que donc on pourra déjà ériger les bâtiments avant donc de mettre donc les livres à l'intérieur. Voilà. Est-ce que ne pensez-vous pas créer une particularité avec les autres bibliothèques? C'est dans les projets, parce que à la fin, il faudra qu'on puisse créer des bibliothèques spécialisées pour ne pas mélanger les tout dans une seule bibliothèque. On peut se dire que bon, si vous voulez consulter des ouvrages sur la médecine, il faut aller peut-être à la commune de Limete. Oui. Si vous voulez consulter les ouvrages en droit, il faut aller peut-être à la commune de Kassavubu. Là, au moins, on va spécifier que quelqu'un vienne comme ça dans la bibliothèque, commence à chercher dans tel domaine, tel domaine, tel domaine. Mais ça, c'est dans les temps. Dans un premier temps, il faut déjà retrouver ses goûts de lecture. Et partir de ces moments-là, donc, on évolue dans les temps. Voilà, on évolue dans les temps. Nous sommes arrivés aussi à la fin de cette émission, mais j'aimerais que vous puissiez lancer un message, vraiment un message fort à tous les Congolais concernant la lecture et le goût de la lecture. Moi, les seuls messages que je peux donc envoyer, c'est aux parents. C'est aux parents. Parce que la famille unicellulaire, c'est là où tout se passe. Parce qu'on parle de l'éducation et puis on parle donc d'instruction. Si aujourd'hui, dans une famille unicellulaire, vous avez peut-être 5 enfants, il y a 2 qui sont partis à l'école et qui rentrent et qui trouvent qu'il y a les 3 qui sont en train de lire. Est-ce que ces enfants vont chercher à regarder la télé? Je pense pas. Ils vont aussi se mettre à lire. Même s'ils ne lisent pas, mais ils feront semblant de lire. Mais si ça se répète régulièrement, ils auront le goût de la lecture. Mais il y a aussi ce problème-là de la télé. Hein. Aujourd'hui, mais c'est ça. Là, il faut jeter la pierre donc dans les jardins des parents. Parce que quand un papa prend une décision d'arrêter la télé, l'enfant ne va pas dire que pourquoi est-ce que papa vous avez arrêté la télé. C'est ça le problème. L'enfant risque d'aller chez les voisins. Ah non. Là, c'est l'autorité parentale qui joue. Voilà. Mais vous avez un numéro de contact ou bien quelque chose pour des personnes qui vous ont suivi et qui vont peut-être vouloir entrer en contact avec vous pour une raison ou une autre? Oui, j'ai 2 numéros. Les numéros de Kinshasa, c'est les 081 435 86 96, donc 96. Bon, les numéros de Paris, c'est les 06 80 88 58 01. Vous pouvez répéter une dernière fois? Oui, les numéros de Kinshasa, c'est les 081 435 86 96, donc 96. Voilà. Le numéro de Paris, c'est les 06 80 88 58 01. Voilà, chers téléspectateurs, vous avez les numéros de contact de notre invité, M. Toumbatutu Demokose. Demokose, voilà, ce nom-là me complique. Hein. Voilà, Demokose, voilà, il était notre invité pour ce numéro de Panorama de la Culture. Il a dit tout ce qu'il était venu vous dire, particulièrement concernant la lecture, le goût de la lecture. Il a une bibliothèque ici à Kinshasa, dans l'enceinte de la maison communale de Kalamou. Allez visiter la médiathèque de Kalamou. Vous allez vous retrouver en tout cas. Moi, j'étais là pour vous.
j'ai vu tout ce qu'il y a là-bas et je vous conseille à faire un tour. Vous êtes élève, vous êtes étudiant, vous êtes chercheur, allez vous ressourcer dans la médiathèque de Kalamou. En tout cas, vous ne serez pas déçus. Ce numéro de Panorama de la Culture touche à sa fin, mais laissez-moi d'abord dire merci à tous nos fidèles téléspectateurs de Kinshasa dans toutes les 24 communes, pourquoi pas ceux qui nous suivent à travers le monde. Une salutation particulière à M. Oscar Moukeba ainsi que toute la fondation Osmouk. Je n'oublie pas BW événements avec Willy Blanchard. Merci pour tout le soutien. Merci à toute la grande équipe de BSC Télévision. Générose Essengo était derrière la caméra. Scotty Moukonkole était au four au moulin. Patrick Komba, c'est notre directeur technique. Je n'oublie pas de dire merci à Blanchard Zola, Orly Kiaz et à la régie finale. Je vois Junior Kandolo, Alpha Kandolo, John Moulunda, ça c'est la grande famille technique. Et merci aussi à l'assistance de Abel, il était avec nous. Je vous retrouve la fois prochaine pour un nouveau numéro des Panoramas de la Culture. D'ici là, portez-vous bien et surtout, prenez bien soin de vous. Au revoir.